Fondation. Mais pourquoi donc le traité de Versailles? Curieux endroit pour un acte de naissance. C'est en 1919, dans le chapitre 13 du traité de Versailles, qu'il faut aller chercher la création de la Société des Nations et de l'Organisation internationale du travail qui lui est liée. La Grande Guerre est passée par là. Il faut en quelque sorte revenir à la normale. Durant la guerre, la plupart des lois sociales avaient été suspendues et il faut reconnaître l'effort de guerre des travailleurs. Une union de réformistes s'est formée pour que le traité de paix ne se limite pas au seul partage de territoire. Mais cette union a aussi en tête les soubresauts et les luttes de la période récente, avec la montée des revendications ouvrières, comme par exemple la semaine de 40 heures, le non-travail de nuit des enfants. Et il faut aussi essayer d'endiguer le péril rouge de la révolution russe de 1917. L'OIT est ainsi l'une des toutes premières et des plus stables des organisations internationales spécialisées. Elle va traverser le temps, de la SDN à l'ONU. Ils étaient 9 pays, européens mais pas seulement, à porter la plume pour rédiger la première constitution de l'OIT, et la première conférence se tient dans la foulée au palais de Chaillot. L'influence française était forte, et les premiers dirigeants du Bureau international du travail, organe exécutif et permanent de l'OIT, ont été des Français. L'ambition était de porter un idéal de paix, de justice sociale, mais aussi de concurrence économique équitable. On voulait certes reconnaître des droits fondamentaux aux travailleurs, mais éviter aussi les conséquences de ce qui n'était pas encore appelé le dumping social. 40 heures, pourquoi pas, mais si tous les pays industriels y passent. Les USA et leur président Wilson avaient joué un rôle actif, mais ils ne ratifient pas en 1919, alors que de nombreux pays non signataires à Versailles entrent à l'OIT. L'OIT s'étend. Comme la SDN, l'OIT va connaître une première extension. La grande crise de 29, le New Deal de Roosevelt et le keynésianisme vont aussi imprégner progressivement l'OIT. L'arrivée de 2 poids lourds. C'est une année importante. En 1919, nous l'avons dit, le Congrès américain avait refusé de ratifier le traité créant l'OIT. Ils étaient assez isolationnistes et, déjà, opposés au multilatéralisme. Revirement en 1934, les USA entrent à l'OIT, en même temps que l'Union soviétique. 2 poids lourds qui en entraîneront d'autres dans un contexte déjà tendu. Les temps troublés de la guerre. Que faire par exemple dans cette période d'entre-deux-guerres des pays fondateurs devenus fascistes, Allemagne, Italie, Espagne? Leurs conceptions corporatistes des relations syndicats-patronat sont-elles à cette époque compatibles avec les normes de liberté syndicale qu'a commencé à énoncer l'OIT? Que faire après la grande peur des rouges de la Russie soviétique? Elle a fait un petit pas dedans, fait un petit pas dehors, et le problème se posera après la Deuxième Guerre mondiale pour les autres pays du bloc soviétique. Il y a dans cette période des départs liés à la guerre et aucune arrivée. L'OIT, installée à Genève, se replie au Canada et se prépare la conférence de Philadelphie. C'est aussi en 1936 que se tient la première conférence régionale à Santiago du Chili, l'Amérique latine et centrale étant particulièrement bien représentée au sein de l'OIT. L'ONU, la conférence de Philadelphie, l'irrésistible expansion. C'est à Philadelphie en 1944, décidément les guerres ont de curieux effets, que sera en quelque sorte refondée l'OIT avec l'adoption de sa nouvelle charte. La déclaration de Philadelphie. Le travail n'est pas une marchandise. La liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès continu. La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales.
Un beau début, un beau débat qui résonne curieusement fortement aujourd'hui autour de la mondialisation est celui des rapports entre l'économique et le social. Ce dernier doit-il tenir compte, s'adapter à l'économique ? C'était plutôt l'esprit initial. La formulation nouvelle trouvée, à la fois audacieuse et très théorique, fait du social un ordre supérieur. L'économique, c'est sa fonction première, doit ainsi pourvoir aux besoins essentiels des individus en alimentation, vêtements et logements. Belle formule dans les débats actuels sur la pauvreté, sur le « on n'arrive pas à boucler les fins de mois ». De la fin des années 40 au début des années 60, l'OIT va grandir. Ceux qui l'ont quitté en période de guerre reviennent, des pays du Moyen-Orient, d'Asie entrent, mais il reste une grande tâche vide. Avec la décolonisation, l'Afrique entre en scène. L'Afrique, entre autres, pose problème. Quel statut pour les colonies, principalement celles des pays fondateurs de 1919 ? Elles ne peuvent être membres, et les droits fondamentaux actés dans les conventions internationales de l'OIT doivent-elles s'y appliquer ? Difficile à envisager pour les empires coloniaux. Ainsi, par exemple, on sait que la France pratiquait dans ses colonies des formes de travail forcé contraires aux principes fondamentaux de l'OIT. Le consensus mou l'emportait à travers la formule « les règles s'appliquent sous réserve que ». Ce n'est qu'en 1960 que se tiendra la première conférence régionale africaine et que seront progressivement intégrées, au fil des indépendances chèrement gagnées, la quasi-totalité des pays africains. Leur poids croissant aura entre autres pour conséquence le départ de l'Afrique du Sud pour cause de politique d'apartheid. L'expansion se poursuit en Asie, mais aussi avec l'arrivée des pays du Golfe, qui ne sont pourtant pas des modèles de droit du travail libre. Les USA n'aiment plus le multilatéralisme. En 1977, les USA quittent à nouveau l'OIT. C'est juste à la fin du mandat de Gerald Ford. Les relations ont toujours été difficiles. Le libéralisme américain s'accommodait mal des normes de l'OIT. Le départ ampute gravement le budget de l'organisation. L'UNESCO connaîtra le même genre de problème en 1984, car considéré comme trop communiste. Et ces bégaiements de l'ONU et de ses institutions spécialisées se reproduiront jusqu'à Trump. Mais ils reviennent et d'autres arrivent. En 1980, sous le mandat Carter, les USA reviennent. Et dans cette période, nombre de petits États viennent compléter le maillage de l'OIT. Une couverture mondiale avec les aléas de la chute du mur de Berlin. Moins agitée, notre dernière période verra se réaliser la couverture quasi universelle de l'OIT, avec cependant quelques départs et retours, liés principalement à la recomposition de certains pays après la chute du mur de Berlin. Cette couverture mondiale se sera donc faite parfois dans la douleur, sans échapper aux conflits sociopolitiques, aux crises économiques. La recherche d'un consensus, parfois mou comme dans beaucoup d'organisations internationales, sera permanente pour éviter l'éclatement de l'organisation. De sa création à cette période, l'OIT va élaborer un ensemble conséquent de normes internationales sur le travail des enfants, sur le droit syndical, sur le non-esclavagisme. Adoptées en conférence internationale, ces normes doivent cependant ensuite être ratifiées par chaque État pour être intégrées dans leur législation nationale. Processus compliqué, lent, pas toujours respecté. On peut voter pour et ne pas faire ratifier dans son propre pays. À mesure que s'est consolidé le socle des normes internationales et que l'activité normative de l'OIT s'est réduite, y compris dans les années 80 sous l'influence du tournant libéral, 8 normes fondamentales ont été inscrites dans la constitution de l'OIT. Adhérer à l'OIT suppose en principe de reconnaître ces principes sans passer par la case ratification. Mais nous verrons qu'il y a parfois, même pour la France, un grand écart.
Mais je vous parle de l'OIT, alors que le plus souvent en France, on entend BIT, Bureau international du travail. Vous savez, le taux de chômage au sens du BIT, qui n'est pas celui de Pôle emploi. On ne peut échapper à une petite plongée dans une structure complexe.